Il est pensé que mon écran est visible. OK. Donc, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a probablement aussi. Mon nom, c'est Wafeu, docteur Wafeu Guy. Je suis médecin de santé publique et je fais des statistiques également. Et je travaille comme chercheur dans plusieurs centres de recherche au Cameroun. Et je suis aussi le coordonnateur du groupe BMR pour Building Medical Research in Africa. Et il faut dire que c'est un groupe de médecins, de chercheurs, dont l'objectif est surtout d'encadrer les jeunes, d'encadrer ceux qui s'initient à la recherche, de faire des formations comme celle-ci, qui rapportent sur l'analyse des données, et d'autres formations sur la méthodologie de la recherche, la rédaction scientifique, etc. Et voilà, donc ce soir, on va discuter vraiment introduction, présentation globale de la saisie et l'analyse de données et la formation que vous aurez à suivre. Et le but de cette présentation, c'est que nous soyons familiarisés aux notions de masque de saisie et d'analyse de données, qu'on comprenne concrètement qu'est-ce que ça veut dire avec quelques exemples et au terme qu'on puisse se familiariser en fait avec ces notions-là. Et les objectifs, c'est de rappeler le cycle de la recherche parce qu'il faut situer ce qu'on fait dans son contexte. C'est également de définir ce qu'on appelle un masque de saisie. C'est quoi l'analyse de données? C'est aussi de présenter le programme de formation qu'on aura à suivre, le développement, et de terminer donc par l'évaluation et l'attestation qui seront produits à la fin. Voilà. Donc, voilà globalement les objectifs qu'on a pour cette présentation de ce soir. Et donc, parlant du cycle de la recherche, il y a cette image que peut-être beaucoup d'entre nous ont déjà pu rencontrer. C'est en fait les différentes étapes par lesquelles on passe lorsqu'on veut faire un travail de recherche, que ce soit pour une thèse, pour un mémoire, pour n'importe quoi d'autre. En général, on va passer par ces étapes-ci. Et là, il faut déjà rappeler que quand on parle de recherche, c'est un processus qui vise à résoudre un problème concret, un problème pratique ou à apporter de nouvelles connaissances. Donc, en général, la recherche va commencer, comme on le voit là, par identifier un problème de recherche. Donc, en général, on va commencer par identifier un problème de recherche, tel que c'est présenté là. Et là, sur notre site, on a des vidéos qui expliquent bien ce que c'est la recherche. Ensuite, la deuxième étape, en général, c'est de formuler une question de recherche. Donc, à partir du problème qu'on a identifié, il faut formuler une question. Il y a des principes également là-dessus. Et après, il faut rédiger un protocole de recherche qui, en général, décrit les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour résoudre le problème. Et là, la première phase des cours qu'on a fait en fin d'année passée portait justement sur la rédaction du protocole avec les différents aspects méthodologiques. Et ces cours sont encore disponibles sur notre plateforme que je vais présenter tout à l'heure aussi. Et donc, en principe, tout le monde, pour ceux qui sont au Cameroun, on devrait avoir traversé toutes ces étapes-là et être à la quatrième étape qui est de mettre en œuvre son projet de recherche, son travail de recherche. Et la mise en œuvre va passer donc par la collecte des données sur le terrain et l'analyse statistique. C'est là que la biostatistique intervient, comme on peut le voir ici. Donc, mettre en œuvre, c'est aller sur le site qu'on a choisi, voir les participants qu'on a définis, remplir les fiches de ces participants-là, ainsi de suite, et rentrer chez soi ou dans son laboratoire, saisir ces données et les analyser pour en tirer les résultats. Et ce sont donc ces résultats qui vont être diffusés, soit par une soutenance ou un article qu'on rédige. Et il est question, en fait, de
pouvoir utiliser ces résultats qu'on aura trouvés pour résoudre le problème qui a été identifié au départ. Donc, en principe, c'est ça le cycle. C'est cycle parce que quand on a fini avec un problème, souvent on va identifier un autre, passer par les mêmes étapes, identifier un autre, ainsi de suite. Et on voit donc que ici, la saisie et l'analyse des données ont une place centrale dans le processus de la recherche. Normalement, dans des équipes de recherche mieux organisées, il y a un statisticien qui joue ce rôle-là. Et souvent, pour les mémoires ou les thèses, l'étudiant peut être son propre statisticien, ça c'est possible, on va le voir tout à l'heure, ou on peut faire appel à un statisticien externe, mais on ne peut pas faire la recherche quantitative sans statistique, c'est pas possible. Et même quand on fait appel à un statisticien, il faut toujours pouvoir comprendre quels sont les résultats qu'il va prendre. Et parlant donc de statistiques, souvent ça fait peur, et j'aime bien cette image. Lorsqu'on parle de statistiques, la plupart des gens ont ceci en tête. Et je crois d'ailleurs que parmi tous ceux qui se sont enregistrés, on a juste ce nom parce que il y a probablement certains qui se sont dit, je dois avoir à faire aux choses comme ça et on préférait s'abstenir à la dernière minute. On a l'impression que parler de statistiques, c'est faire des calculs compliqués. Soit quand on parle d'analyse des données, voilà, on a l'impression que c'est de la mathématique hautement avancée, complètement impénétrable, ou alors réservée seulement à ceux qui étaient les premiers en mathématiques. Alors que la statistique, en fait, c'est quelque chose d'aussi simple que ceci. La statistique, c'est une discipline, c'est un ensemble de méthodes qui intègre ces trois étapes. On a la collecte et l'organisation des données, c'est la première étape. Ensuite, on a l'analyse et l'interprétation qui, en fait, renvoie à des calculs simples. Et enfin, on a la prise de décision pour résoudre le problème identifié au départ ou des projections sur l'avenir. Et donc, quand je parle de collecte des données, je crois que la plupart de ceux qui sont connectés font un peu de recherche ou ont été frôlés à la recherche. C'est vraiment souvent des fiches à remplir, des fiches simples, des valeurs à collecter comme ce qu'on peut voir sur l'écran là. Et l'analyse, c'est à partir de ce qu'on a collecté, de faire des calculs pour tirer donc des conclusions et des résultats qu'on va présenter. Et on verra quelques exemples dans la suite de la présentation. Donc, il y a cet exemple, le traitement de la fièvre typhoïde. La question que je peux poser, c'est entre le traitement à base des plantes, le traitement traditionnel, comme il est très courant de voir ici au Cameroun, et le traitement à partir des comprimés, lequel des deux traitements est plus efficace? Là, ça peut être une question de recherche. Je veux savoir entre ces deux formes de traitement, qu'est-ce qui est plus efficace pour soigner la fièvre typhoïde? Ça, c'est ma question de recherche. Je vais rédiger un protocole. Je vais, par exemple, impliquer de prendre un groupe de patients à qui je donne le premier médicament, un autre groupe de patients à qui je donne le deuxième médicament. Je vais suivre ces patients sur une certaine période. On a là le médicament A, le médicament B. On va les suivre pour un certain temps. On peut se rendre compte à la fin que pour le médicament A, on a 2 sur 10 qui sont guéris. Là, je suis déjà dans l'analyse statistique. C'est vraiment de calculer 2 divisé par 10 fois 100, ce qui nous donne 20%. Là, c'est de l'analyse statistique. 7 divisé par 10 fois 100 pour le médicament B. 70%, c'est de l'analyse statistique. Et après, je vais me rendre compte que 70%, c'est supérieur à 20%. Donc, B est supérieur à A. Et la décision peut être de utiliser le médicament B pour soigner la fièvre typhoïde. Et là, on a fait une analyse statistique. On a suivi un cycle de la recherche. Donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, analyser les données, ce n'est pas forcément faire des choses compliquées, bien que parfois, dans certains cas exceptionnels, on peut avoir des analyses complexes, mais la plupart du temps, des choses aussi simples que ce que vous pouvez voir. Et en principe, c'est à la portée de quasiment tous ceux qui ont fait des études médicales ou paramédicales. Parce qu'il y a d'autres sciences qui sont bien plus complexes que ça.
et qu'on arrive pourtant à bien gérer. Je précise que s'il y a des questions, il faut juste les noter ou écrire dans le chat. Et à la fin, on va revenir sur chaque question. Donc, c'est ça le concept de l'analyse statistique. C'est ça le concept, en fait, quand on parle d'analyse statistique des données. Maintenant, si on revient donc à c'est quoi le masque de saisie et c'est quoi l'analyse des données. La petite anecdote, c'est que quand je faisais la thèse en 2015, je pense, euh, lorsque j'avais entendu la première fois le mot masque de saisie, ça m'avait fait penser au masque qu'on utilise pour les danses traditionnelles. Et puis je me demandais, mais est-ce que finalement, pour faire la médecine, il me faut commencer à fabriquer les masques? J'étais un peu perdu. Et c'est chemin faisant, tant bien que mal, que j'ai fini par comprendre que c'est simplement une application ou un logiciel ou un fichier qu'on conçoit et qui permet de saisir les données, qui permet de saisir les informations qu'on a collectées sur les fiches dans un logiciel. Et il y a trois caractéristiques importantes pour un masque de saisie qu'il faut garder à l'esprit. Premièrement, là, ça doit permettre une saisie rapide. Rapide. Je dois pouvoir entrer rapidement les données que j'ai collectées sur le terrain. Et j'insiste dessus parce que si on n'a pas un vrai masque de saisie, on peut gaspiller du temps, qui souvent est précieux. Pour ce qui me concerne, par exemple, avant d'apprendre concrètement ce que c'est le masque de saisie, pour la thèse que j'ai faite en médecine, j'avais 66 patients recrutés et la saisie des données m'a pris 2 semaines, 14 jours, simplement parce que je n'avais pas un masque de saisie et puis je me débrouillais dans le logiciel SPSS. Je me suis rendu compte, après avoir appris ce que c'est un masque de saisie, qu'en réalité, j'aurais pu saisir les 66 fiches que j'ai collectées en 3 heures de temps. Vous imaginez, entre 2 semaines et 3 heures de temps, quel peut être le fossé. C'est pour ça que si on n'apprend pas ces choses, si on ne prend pas le temps de s'y mettre, ben, on va vraiment gaspiller du temps, en fait. On va vraiment gaspiller du temps. Et donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit. La deuxième chose, c'est que le masque de saisie nous permet d'avoir le moins d'erreurs possible. Parce que quand on n'a pas un masque de saisie, souvent, on va perdre du temps, on va faire des erreurs lorsqu'on est en train de saisir des données et revenir dessus et repartir et revenir. Je vais un peu présenter ça tout à l'heure en parlant du logiciel SPSS pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Et la troisième chose, les données doivent être saisies de manière à pouvoir être analysées par un logiciel statistique. On peut entrer les données, mais parfois la façon dont on a saisi ne permet pas de faire l'analyse après, de faire des calculs comme ceux que j'ai montré tout à l'heure après. Et là, ça va être difficile. Donc, un masque de saisie doit pouvoir permettre de faire ces trois actions qui sont décrites là. Il y a plusieurs logiciels qui sont disponibles pour faire les masques de saisie, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Là, j'ai cité quelques-uns. Il y a CSPRO, qui veut dire Census and Survey Processing System. C'est un logiciel gratuit qui est fait par les Américains et qui a l'avantage, premièrement, d'être facile à utiliser. Je trouve qu'il est facile. Quand on a compris le principe, on peut faire un masque de saisie en 2 heures ou 3 heures de temps. C'est un logiciel qui a l'avantage aussi d'avoir une belle interface graphique. On peut changer les couleurs, changer la police, mettre des tableaux, ainsi de suite. On peut quasiment reproduire le questionnaire Word dans ce logiciel. Et également, il est compatible avec quasiment tous les logiciels d'analyse statistique. Donc, quand j'ai saisi mes données dans CSPRO, je peux les analyser dans un autre logiciel, n'importe lequel. SPSS, R, Stata, on va le voir dans la suite. Et le principal inconvénient, si on peut appeler ça comme ça, c'est que CSPRO n'est pas un logiciel d'analyse. Il ne fait pas l'analyse statistique. C'est juste pour la saisie. De l'autre côté, on a Epidata, qui est rarement utilisé quand même, mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus simple encore à utiliser.
avec une interface graphique pas très importante. À côté de ça, on a EpiInfo. Vous allez beaucoup entendre parler de ça également. EpiInfo a l'avantage d'être gratuit et d'être en même temps un logiciel de saisie et d'analyse des données. Donc, on peut entrer ces données dans EpiInfo et analyser directement à l'intérieur. Mais personnellement, avec la petite expérience que j'ai, je ne le conseille pas beaucoup aux étudiants et même pour la recherche globalement. Premièrement, parce que EpiInfo est limité dans les analyses qui sont possibles. Il y a beaucoup d'analyses statistiques qui ne sont pas possibles dans EpiInfo. Tel que lorsqu'on entre ces données dans EpiInfo, on est obligé de faire appel à un autre logiciel pour faire l'analyse. Et malheureusement, EpiInfo n'est pas compatible avec la plupart des logiciels d'analyse. Ça veut dire dans la plupart des cas, je ne peux pas saisir mes données dans EpiInfo et les exporter pour analyser un logiciel facilement. Souvent, on va faire ce qu'on appelle le codage des données. Il faudra recoder dans ce nouveau logiciel. Et donc, on voit que c'est un peu comme deux inconvénients qui deviennent un handicap. Je ne peux pas tout faire dans EpiInfo. Je ne peux pas facilement exporter pour faire ce qui manque ailleurs. Alors qu'avec CS Pro, on a la liberté de choisir n'importe quel logiciel, quelle que soit la complexité de l'analyse qu'il y a derrière. C'est pour ça que nous, au BMR, on a choisi d'utiliser CS Pro pour faire la saisie de données et d'utiliser SPSS après pour faire l'analyse statistique. J'aime, il y a des applications de saisie en ligne. Elles sont tellement nombreuses. Il y a CoboCollect, il y a Comcare, il y a Redcap, il y a plein d'autres analyses. Il y a Google Forms, par exemple. Mais je ne conseille pas beaucoup ça aux étudiants aussi, parce que l'inconvénient de la collecte des données en ligne, c'est que souvent, quand on a commencé la collecte, on ne peut plus modifier son masque de saisie. On peut modifier le questionnaire en ligne, en fait. Et aussi, pendant qu'on fait la collecte de données, on ne peut pas ajouter des informations. Or, souvent, quand on est débutant dans la recherche, on va forcément oublier certaines choses. Et quand on va arriver sur le terrain, on voudra noter quelque part à côté. Mais en ligne, ce n'est pas possible. Or, sur papier, on peut encore ajouter même des questions à la main, ajouter des choses, quitte à ce qu'en faisant son masque de saisie, on intègre tout cela. Vous allez voir que ici j'ai mis en rouge Excel, SPSS et Word, parce que ce n'est pas des logiciels qui sont faits pour la saisie des données. Pas du tout. Parce que ça ne remplit pas les trois critères qu'on a avant. Excel, on peut bien taper le clavier, on va appuyer, ça va écrire à l'intérieur, mais ce ne sera pas rapide. Parce que par expérience, lorsqu'on a des données dans Excel, ça va perdre beaucoup de temps. Et on va faire beaucoup d'erreurs parce que dans Excel, on sera obligé de mettre une variable dans chaque colonne, dans chaque ligne, un individu. On verra un peu dans SPSS tout à l'heure. Mais ça prend beaucoup de temps pour entrer les données. Et après, même pour l'analyse, parfois, il faut faire des recodages. Donc, ce n'est pas la bonne option. Même pas pour SPSS. Vous verrez certainement beaucoup de vos camarades qui vont dire non, moi, j'en mettais dans SPSS et puis ça me va. Et moi, c'est ce que j'ai utilisé pour ma thèse et ça m'a pris 2 semaines au lieu de 3 heures de temps pour entrer les données. Donc, c'est dit à quel point ce n'est vraiment pas la bonne option. Moi, j'ai mis Word juste pour rigoler parce qu'on ne pourrait pas quand même imaginer d'entrer ces données dans Word. Donc, après, on ne peut pas faire aucune analyse statistique là-dessus. Voilà ce qu'on appelle masque de saisie et je vais montrer un exemple là pour que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble. Un masque de saisie fait dans le logiciel CS Pro. Voilà. Donc, en général, ça va se présenter sous cette forme-ci. Ce sera un dossier comme celui-ci, avec plusieurs fichiers à l'intérieur. Et je vais juste ouvrir pour qu'on voit de quoi ça a l'air. Voilà. Ça, c'est par exemple une étude qui a été faite par un résident l'an passé et qui portait donc sur les aspects épidémiologiques, cliniques, diagnostiques et évolutifs des cancers du sein en grossesse. Il y avait son questionnaire qu'on a donc pris pour concevoir le masque de saisie comme vous pouvez le voir. On a des champs dans lesquels on peut entrer des réponses. Par exemple, le numéro de fiche, je
vais mettre là, par exemple, 001. Et puis, ça avance à la question suivante, qui est initiale de la partielle. Peut-être je mets FIJ, je fais entrer. Âge actuel, peut-être 32 ans. Âge à la découverte du cancer, je mets par exemple 30 ans. Statut matrimonial, là, ça me propose déjà les modalités de réponse. Marié, divorcé, célibataire, ainsi de suite. Je peux choisir par exemple divorcé, profession. Je prends par exemple secteur informel, région d'origine. Je peux saisir la réponse pour cliquer directement sur le chantier. La personne originaire du Sud, par exemple, je peux écrire la 10, et puis ça avance. La formule gravidique, gravida 5, par exemple, par 4004. L'âge des ménages, 20, ainsi de suite. Et donc, je peux entrer les réponses telles que j'ai collectées sur la version papier de ma fiche. S'il n'y a pas de réponse, je peux faire entrer aussi. Bon, il y a des façons de mettre pour faire entrer, ça avance. Mais là, je vais avancer juste jusqu'à la fin pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble lorsqu'on finit la saisie. Ça, c'est la deuxième page du questionnaire où je peux aussi entrer les réponses là tout simplement. Je mets juste n'importe quoi pour qu'on puisse avancer. Et vous remarquez, par exemple, qu'ici, il y a des sauts qu'on a intégrés. Par exemple, là, difficulté diagnostique. Si je mets non, ça va sauter toutes les difficultés qu'on pouvait avoir jusqu'à type histologique. Mais si je mets oui ici, on va commencer à demander est-ce que c'était des masses difficiles à palper, peut-être non, est-ce que c'était première biopsie non concluante, et ainsi de suite. Je peux donc entrer les réponses pour chacune des difficultés qui sont présentes là. Et c'est là le point où je parlais de rapide. Parce qu'en mettant les sauts, ça fait que ça saute automatiquement quand il ne faut pas remplir là-bas. Et éviter les erreurs aussi parce que ça m'évite de remplir des difficultés chez ceux qui n'en ont pas eu. Parce que dès que je mets non, ça va sauter directement. Voilà, donc c'est à ça que ressemble le masque de saisie. On va aller juste jusqu'à la fin. Alors, je mets n'importe quoi ici. Et là, on a une question fin de fiche. Telle que quand je prends oui, mais voulez-vous enregistrer ce questionnaire? Je prends oui. Et ça ouvre automatiquement une deuxième fiche dans laquelle je vais continuer d'entrer mes données. Je finis la première, puis ça ouvre celle-ci. Je vais entrer mes données. Fini, ça ouvre la troisième, j'entre mes données. Et en principe, pour un questionnaire de 4 pages, par exemple, en 2 minutes, on a saisi une fiche. Si vous faites des calculs, vous verrez qu'en une journée, on peut facilement saisir 300 fiches en 8 heures de temps. Donc, c'est dire à quel point c'est vraiment important et crucial d'avoir un masque de saisie bien conçu pour entrer ces données. Et l'objectif de cette formation, justement, c'est qu'à la fin, tous les participants puissent faire un masque de saisie comme celui-ci pour entrer les données de leur travail de recherche et aussi même pour d'autres projets qu'ils auront de recherche pour saisir les données de manière convenable, telle qu'à la fin, on va juste exporter et pouvoir faire une analyse statistique. Très bien. Donc, on va continuer sur la présentation. À côté donc du masque de saisie, on a le point, ce qu'on appelle le plan d'analyse statistique. Là, c'est déjà la deuxième partie de la formation qui porte sur l'analyse statistique. Le plan d'analyse, c'est une étape préliminaire à toute analyse des données en fait. C'est comme le schéma ou le squelette qu'on va suivre pour faire l'analyse statistique de ces données. Et qu'on veut apprendre l'analyse des données ou pas, c'est une étape qui est obligatoire. Même pour ceux qui n'auront pas choisi l'option d'apprendre à faire l'analyse des données, ils devront faire le plan d'analyse statistique. D'ailleurs, quand on va reprendre les cours options classiques pour ceux qui n'auront pas appris à faire l'analyse des données, on va commencer toujours par le plan d'analyse statistique parce que tout le monde sera obligé de faire un plan d'analyse statistique. C'est indispensable. Et là, je vais vous montrer un exemple pour voir concrètement à quoi ça ressemble lorsqu'on parle de plan d'analyse statistique. Voilà, j'y arrive. Très bien. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment comme le squelette que je vais suivre, les étapes ou les différents éléments que je vais présenter lorsqu'il sera question de montrer les résultats de l'analyse de mes données. Donc, exemple de plan d'analyse statistique, c'est ceci.
Là, c'est pour la même étude dont j'ai présenté les masques de saisie tout à l'heure. Donc, en général, on va commencer par rappeler les objectifs de l'étude, toujours. Parce que c'est sur la base de ces objectifs qu'on prépare l'analyse statistique, comme on aura l'occasion de le voir. Bon, ici, j'ai présenté directement les résultats. Pour qu'on comprenne qu'un peu le plan d'analyse statistique, c'est les résultats sans les chiffres. Donc, si dans ce fichier, on peut permettre la modification là, OK. Si dans ce fichier, je viens supprimer ça, je viens supprimer ce graphique-ci, je viens supprimer le contenu de ce tableau, juste les résultats qui sont là. Ce qui reste, c'est ce qu'on appelle un plan d'analyse statistique. Il est question en fait de faire les tableaux vides, exactement comme ceux qu'on aura dans ces résultats. Et c'est justement à partir de ce plan d'analyse statistique que je sais qu'est-ce que je vais calculer et que le logiciel me permet en fait de faire les calculs correspondants. C'est ça qu'on appelle un plan d'analyse statistique. Si je n'ai pas ça, je ne peux même pas commencer l'analyse des données parce que je ne saurais pas par où je commence. Et là, je vais faire une précision importante. Ça, comment il faut le comprendre. L'analyse des données, ce n'est pas savoir utiliser un logiciel. Vraiment, s'il y a une chose à retenir ce soir, je voudrais que ce soit ça. Analyser les données, c'est différent de savoir manipuler un logiciel. Déjà, sur YouTube, il y a des vidéos sur comment utiliser SPSS. Moi, chacun peut aller regarder. D'ailleurs, ce que moi, j'ai fait pour ma thèse, je vous dirai peut-être plus tard quelles sont les conséquences que j'ai eues. S'il fallait même juste se concentrer sur comment utiliser SPSS, ça nous prendrait au trop 4 heures de temps qu'on aurait fini et non pas 6 semaines tel que c'est planifié là. Analyser les données, c'est d'abord un travail de conception. C'est d'abord s'asseoir et réfléchir. Comment je vais présenter les résultats pour atteindre les objectifs? Quels sont les outils statistiques qui existent? Comment est-ce qu'on les manipule? Quels sont les tests statistiques qu'on utilise? Dans quel cas on prend tel test et pas tel autre test? Quels sont les calculs qu'il y a à faire? Si bien que quand je prends le logiciel, c'est juste pour appliquer. En général, la phase clic dans le logiciel ne prend même pas 4 heures de temps. Mais ce qui va nécessiter un effort et un exercice, c'est cette conception et qu'on va voir dans le plan d'analyse statistique. C'est pour ça que je commence par ça en parlant d'analyse des données. C'est d'abord une question de plan d'analyse statistique. Et le challenge, le défi justement au cours de cette formation, c'est que chacun puisse à la fin faire ce travail de conception-là, comprendre les notions essentielles de statistique et de pouvoir les appliquer dans le logiciel pour avoir les résultats. Et je puis vous garantir que si on n'a pas ces notions-là, on devient dangereux pour la société. On devient comme un aide-soignant qui, à un moment donné, décide de faire la chirurgie avec YouTube. Ça peut avoir l'air aberrant, mais c'est ce qui se passe quand quelqu'un décide de faire la liste des données à partir de YouTube. L'aide-soignant va dire, mais tu vois là où on coupe, non? Tu vois, on coupe ici, puis je coupe aussi. Tu vois, on clampe et puis je clampe aussi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est par exemple pourquoi on fait une phalangienne et non pas une médiane. Une incision médiane. Et si, malheur à lui, la première vidéo qu'il regarde une incision médiane, il fera toutes ces césariennes par incision médiane. Jusqu'au jour où il va se rendre compte que, tiens, ça, c'est des indications particulières. La technique recommandée, c'est phalangienne. Bon, tant pis pour tous les gens qui l'ont opéré avant par l'incision médiane. Et donc, il fera phalangienne, peut-être qu'il va inciser tel qu'il va voir dans la première vidéo. Et ça va devenir compliqué. Et le pire même, c'est qu'il ne saura pas comment gérer les complications. Parce que c'est ça qu'on apprend aux chirurgiens. Il faut connaître l'anatomie, la physiologie, la physiopathe pour être un chirurgien. Et comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai appris l'analyse de mes données sur YouTube. Malheureusement, parce que quand nous, on faisait la thèse, il y avait très peu d'occasions comme celle-ci. On avait des gens qui peuvent vous montrer comment ça se fait. La conséquence, ça a été, premièrement, ça m'a pris 2 semaines pour saisir les données, au lieu de 3 jours, au lieu de 3 heures de temps, je peux dire. Deuxièmement, j'ai dû refaire l'analyse de mes données au moins 4 fois.
Et à chaque fois, ça me prenait 3 à 4 jours. Parce que je regardais une vidéo, par exemple, je vois, on me dit qu'il faut faire un test de qui carré, voici comment ça se fait. J'applique mon test de qui carré, je me bats comme je peux, j'ai des résultats. Quelques jours, quelques semaines après, je tombe sur une autre vidéo qui dit non, en fait, le qui carré s'applique dans telle condition. Il y a plutôt le test exact de Fisher qu'on applique dans telle autre condition. Or, pour mon cas, c'est le Fisher que je devais utiliser. Je supprime tout ce que j'ai fait et puis je recommence l'analyse des données. Après, je me rends compte que non, il y a même plutôt le test dessus qui permet de comparer les moyennes qui s'appliquent dans tel cas et pas dans tel autre. Je dis, ah, c'est plutôt ça que je dois appliquer. Je me lance là-dedans. Et c'est comme ça que je tournais en rond. Et même à la fin, ce que j'ai présenté dans ma thèse n'était pas la bonne analyse parce que j'aurais dû faire plutôt une régression de Cox hazard ratio. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et c'est quand je fais les cours de statistique que je me rends compte que, tiens, même jusqu'à la fin, je n'ai pas toujours pu faire ce que j'avais à faire. Et c'est vraiment ça le risque qu'on veut éviter. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on conçoit. Le logiciel nous aide juste à la fin à appliquer ce qu'on doit avoir déjà conçu à l'avance. Voilà, c'est ça le plan d'analyse statistique. Et après, l'analyse statistique, donc, c'est juste de faire des clics dans le logiciel. Souvent, c'est la partie la plus facile. Lorsqu'il s'agit de faire l'analyse des données, c'est vraiment pas compliqué de cliquer dans le logiciel. Et là également, on a plusieurs logiciels qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Celui que nous utilisons, comme j'ai dit, c'est le logiciel SPSS, qui veut dire Statistical Package for Social Sciences. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est un logiciel pour les sciences sociales, quoi que le nom puisse prêter à confusion. C'est un logiciel pour l'analyse des données quantitatives. Et nous avons choisi celui-là parce qu'il est facile à utiliser, mais alors extrêmement facile à utiliser. Vous aurez l'occasion de le voir. Et on peut modifier les données directement pendant qu'on les analyse. Du moins, on peut corriger les erreurs directement pendant qu'on analyse, ce qui n'est pas le cas pour EPI Info, par exemple, ou pour R et d'autres logiciels encore. Voilà. L'inconvénient, c'est que c'est un logiciel qui est payant et qui, en principe, coûte 1600 €. Bon, à vos calculatrices pour voir combien ça fait en francs CFA. C'est ça le principal inconvénient. Ce qu'on offre aussi dans cette formation, c'est que vous allez recevoir gratuitement le logiciel pour pouvoir vous exercer à cela, pouvoir faire l'analyse de vos propres données avec. Et Excel, je remets ça en rouge, n'est pas très différent de la calculatrice en fait. Ce ne sont pas des éléments qu'on doit utiliser pour l'analyse des données parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients liés à cela. Donc, ce que nous allons utiliser pour cette formation, c'est le logiciel SPSS, Statistical Package for Social Sciences. Et voici à quoi ça ressemble, juste pour que vous ayez un peu une idée. Donc, c'est un peu comme un tableur Excel, comme on voit là. On a des colonnes comme ceci. On a des lignes qui se présentent là. Mais la différence, c'est qu'on a une vue des variables ici, où on a l'ensemble des variables qui ont été collectées. C'est la même chose que j'ai présentée tout à l'heure sur le cancer du sein en grossesse. On a les initiales du patient, l'âge actuel, l'âge à la découverte, statut matrimonial, profession, formule gravitique, ainsi de suite. Et voici en fait les données qui ont été collectées sur le terrain. On a chaque variable, les individus et les réponses qu'ils ont données. Et c'est dans ce logiciel donc qu'on va faire les calculs dont on a besoin qu'il faudra avoir conçu à l'avance. Rapidement comme ça, pour que vous compreniez à quel point c'est facile. Si je veux par exemple avoir la moyenne d'âge de cette population, on aura l'occasion de voir tout ça, mais c'est en quelques clics là. Je vais à fréquence. Je ne sais pas si vous continuez de voir. Mais je vais cliquer sur âge actuel. Puis je prends statistique. Et là, je vais prendre moyenne. Poursuivre et OK. Voilà. Et le logiciel va me présenter dans une autre fenêtre ici. Voilà, j'y arrive. La valeur de l'âge moyen de ma population d'études, tout simplement. Qui ici, par exemple, est de 35,3 ans. 35,35 ans. En quelques clics, j'ai déjà la moyenne. Ça ne prend même pas 5 secondes. Mais le plus juste sera de savoir qu'il me faut calculer la moyenne et pas la médiane, par exemple.
Donc, je veux juste qu'on comprenne qu'il y a le logiciel, en quelque sorte, on a le résultat, mais le plus gros du travail qu'on aura à faire, c'est de comprendre ce que c'est l'analyse de données et de pouvoir faire des choses qui sont raisonnables et qui sont faites telles que ça doit être fait. Et c'est vraiment possible de le faire, c'est vraiment possible de le faire. Vous avez probablement vu dans la vidéo que j'ai partagée avec les témoignages de certains qui étaient étudiants en médecine, je crois, l'année passée ou passée, qui ont appris l'analyse des données, qui ont analysé leurs données. Ok. Je souris là parce que ce qui est un peu trop dans l'histoire, c'est que tous les trois qui sont dans la vidéo ne sont plus au Cameroun actuellement. Ils font tous la recherche, notamment l'épidémiologie. Bon, peut-être qu'ils avaient un intérêt à la base, mais c'est aussi ça. Pendant qu'on fait sa thèse, on peut apprendre l'analyse des données. Et souvent, c'est tellement intéressant qu'après, ça peut devenir le chemin qu'on choisit pour la suite. Juste pour dire que c'est vraiment accessible et à la portée de tous. Voilà ce que c'est le masque de saisie, CSO, SPSS, analyse de données. Et on va terminer donc en voyant le programme de formation que nous allons suivre, qui va s'étaler sur 6 semaines, comme j'ai dit. Et après, on aura la phase de question. Donc, l'objectif, c'est de donner à chaque participant la possibilité de faire lui-même l'analyse des données de son étude. C'est vraiment ça le but. Et c'est pour ça que ceux qui choisissent l'option d'apprendre, moi, je ne pourrais pas faire l'analyse de leurs données après. Ce serait un gâchis absolu. Le temps que ça prend pour former, je ferais 10 bases de données, voire 20 bases de données avec ce même temps. De telle sorte que je vais venir à la fin. Si quelqu'un sent alors si ça va me dépasser, il vaut mieux ne même pas s'inscrire pour apprendre. Parce que le but, c'est que chacun puisse analyser ses données, bien sûr, sous la supervision de notre équipe. Supervision, ça veut dire, si vous avez des questions, on est là pour répondre à ces questions. Quand vous allez finir l'analyse, on va prendre la base de données et les résultats que vous avez obtenus pour vérifier que chaque calcul que vous avez fait est correct. Et vous donner la correction. Ici, il fallait faire comme il fallait faire ceci. Mais chaque personne qui apprend doit s'impliquer. Et j'ai mis là entre parenthèses, et pourquoi pas les données de ses camarades? Parce que ce qui se passe souvent, et je crois que cette année sera pareil, c'est que ceux qui apprennent, en général, vont analyser pour leurs amis, d'abord les plus proches, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis, il y a encore même certains qui sont allés voir des statisticiens qu'ils ont payés, vont revenir vous voir pour dire qu'en fait, est-ce que c'est même ça? Et vous serez surpris de voir à quel point ceux qui sont pourtant statisticiens n'arrivent pas à faire des choses simples comme ceci. Et j'ai plusieurs cas. Il y a un collègue à moi qui travaille à la délégation de la santé, avec qui on a fait le master ensemble, qui a payé un statisticien et le résultat qu'on a rendu de lui ne semblait pas satisfaisant. Il a suivi ses cours seul chez lui. On a peut-être discuté au téléphone une ou deux fois sur des trucs qu'il ne comprenait pas. Il a refait l'analyse de ses données du début à la fin. J'ai plusieurs cas comme ça pour dire qu'en fait, c'est vraiment à la portée de chacun. Il faut juste y mettre de la volonté et être concentré. Et l'autre objectif, c'est que vous ayez une preuve de la compétence acquise. Parce qu'il y a une attestation qu'on va délivrer à la fin pour tous ceux qui auront rempli certaines conditions. Donc, la cible de cette formation, c'est d'abord les thésards et les étudiants en master. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont besoin de ça là maintenant, ce qui est un avantage, et qui ont comme un mannequin, qui ont leur propre étude sur laquelle ils peuvent appliquer tout ce qu'on est en train de faire, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement pratique. Rassurez-vous, on ne peut pas suivre ces cours théoriquement et espérer retenir ça. Tous ceux qui ont essayé jusqu'à présent, après quelques mois, ont tout oublié. Donc, ce n'est même pas imaginable. C'est pour ça que c'est ça la cible principale. Et après, tous ceux qui sont intéressés par la recherche en santé peuvent suivre le même cours pour s'imprégner de la statistique et de l'analyse de données. Comme contenu, il y a des notions théoriques sur l'organisation des logiciels. Voilà, comment est-ce qu'on est organisé, comment est-ce que c'est organisé, comment est-ce que ça marche. Il y a des rappels théoriques sur la statistique, particulièrement pour les modules sur l'analyse des données. Ça commence toujours par rappeler la théorie de ce que c'est, ce qu'on veut faire, ainsi de suite. Ensuite, le cours est essentiellement pratique. Donc, c'est dans le logiciel qu'on montre comment chaque chose théorique qu'on a vue se passe. C'est qu'on a mis la démonstration pratique
étape par étape. Et pour chaque module, pour chaque notion abordée, on a des exercices dont on va faire la correction, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que ce soit vraiment concret et pratique. Et vous verrez sur la plateforme, tous les éléments sont déjà disponibles. J'ai dit la formation devrait s'étaler sur 6 semaines. Il y a une attestation qu'on va délivrer à la fin, uniquement pour ceux qui ont ou qui auront une note supérieure ou égale à 70 sur 100. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas atteint ce montant, la personne ne devrait pas s'attendre à avoir une attestation. Je veux dire ce montant, cette note, il n'y a pas d'attestation possible pour cette personne. Et voici à quoi ressemble l'attestation qu'on délivre à la fin, pour que vous ayez une idée. Voilà, donc ça, c'est par exemple pour une collègue qui a fait il y a 2 ans, c'était en 2020, qui dit donc que telle personne a suivi une formation sur telle chose et est capable de faire telle ou telle analyse de données. Et je peux vous garantir que ceci peut faire la différence lorsqu'il s'agit de recruter quelqu'un pour un projet de recherche ou même pour une clinique parfois, ou même pour beaucoup d'autres choses. Parce que ça témoigne de ce que vous avez appris la recherche, vous avez appris l'analyse des données. Et pour ceux qui font la recherche, ils savent ce que ça veut dire avoir appris l'analyse des données. Et donc, c'est vraiment important de donner ça pour ceux qui ont la compétence, pour ceux qui ont pu, à la fin, suivre déjà jusqu'à la fin, c'est sûr, et faire l'évaluation qui sera menée à la fin pour qu'on puisse avoir cette attestation. Et donc, en plus de votre thèse que vous allez pouvoir analyser, vous avez cette possibilité d'avoir une autre qualification qui vous sera certainement utile à la fin pour les différentes choses que vous aurez à faire. Maintenant, le programme de formation en lui-même, donc je vais le parcourir rapidement. Vous aurez le fichier PDF de ce programme de formation pour pouvoir le relire au besoin, poser des questions et bien comprendre quelles sont les différentes choses qu'on aura à rencontrer au cours de cette formation. Donc, voici le programme de formation. Bon, c'est vrai que c'est écrit en anglais parfois, en français parfois. La formation aussi, les échanges qu'on aura, on pourra traduire en anglais ou en français selon la langue de chaque personne. Donc, première partie, c'est 2 semaines, formation ACS Pro. Là, on a 3 sections. Voilà. Première section, c'est l'introduction et ce qu'on appelle le dictionnaire. On aura l'occasion de voir ce que c'est, les avantages et inconvénients, je sais, par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on télécharge, comment est-ce qu'on installe le logiciel, comment est-ce qu'on crée un masque de saisie, donc un fichier de saisie de données, comment est-ce qu'on crée un dictionnaire avec toutes les étapes qui vont, comment est-ce qu'on fait une fiche de saisie, c'est ça la deuxième étape, et puis enfin, comment est-ce qu'on met les logiques et comment est-ce qu'on entre ces données, comment est-ce qu'on saisit les données une fois qu'on a fini de concevoir le masque de saisie. Et là, ça devrait prendre en principe 2 semaines. Et voici l'exercice dont je parlais. Ça, c'est un questionnaire fictif dans lequel on a inséré suffisamment de pièges pour être sûr qu'on évalue chaque notion qu'on a eu à enseigner. Donc, il sera question, en fait, que chacun fasse le masque de saisie de ce questionnaire. En plus, maintenant, pour ceux qui font leur thèse de leur mémoire, de faire le masque de saisie pour leur propre travail. Ça, c'est la première partie sur le masque de saisie. Bon, tu vois le message qui me signale qu'on ne m'entend pas bien. Je ne sais pas si le problème est général ou si les autres m'entendent bien. Voilà, merci de signaler si vous m'entendez bien. La deuxième partie, on va porter sur la formation SPSS. C'est ça qui est la plus longue, ça va prendre 4 semaines. D'abord, introduction au logiciel avec module 1 sur comment installer le logiciel. Et si on ne vous montre pas, je peux vous promettre rien qu'à ce niveau, vous pouvez être bloqué. Mais sur le site, c'est bien expliqué dans la vidéo. Ensuite, différentes fenêtres, les opérations de base. L'analyse des données, c'est d'abord la gestion des données avant les calculs. On aura les opérations courantes, comment manipuler les variables, comment manipuler les observations. Après, on a les notions de statistiques descriptives. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours rappel théorique, qui est le premier point. Ensuite, maintenant, on voit la partie logicielle. Études d'association, on a le rappel théorique, qui est le premier point, avant d'entrer dans le logiciel. Analyse quantitative, on a un rappel théorique, et ainsi de suite. Donc,
Voilà les différents modules qu'on aura. Et on termine par l'analyse multivariée et quelques notions pour aller plus loin. Et voici le programme ou l'emploi de temps qu'on va suivre. Semaine 0, c'est le cours d'aujourd'hui. C'est juste l'introduction à la formation comme on est en train de le faire. Voilà. Il n'y a pas d'exercice dessus. Et dès ce soir, j'ai envie de dire, du moins avant la semaine prochaine, ça c'est la semaine 1, comme je l'ai dit, on va se revoir sur Zoom tous les vendredis, pareil, 19 h, pour répondre aux questions et pour corriger les exercices. Donc, ça fait qu'entre aujourd'hui, vendredi, et vendredi la semaine prochaine, chacun va devoir suivre les 2 cours qui sont là. Introduction et création du dictionnaire, création de la fiche de saisie des données. En principe, c'est des cours qui se font en 3 heures chacun. Donc, normalement, vu qu'on a la possibilité de définir quand on va regarder soi-même, on peut regarder, et ça, je vous le suggère, on peut regarder chaque cours au moins 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. De prendre le temps de bien regarder et de faire l'exercice pour que lorsqu'on va faire la correction, que vous puissiez apprendre de vos erreurs et de pouvoir avancer. Ensuite, la deuxième semaine, il faudra, avant le prochain cours, justement, avoir suivi les vidéos sur création de logique et on va faire la synthèse de la correction cette 2 semaines et répondre aux questions. La troisième semaine, ce sont ces modules. Et là, c'est un peu plus dense parce que lorsqu'on faisait le cours en live, c'était 3 cours par semaine, 3 cours de 2 à 3 heures de temps. Donc, ça fait que c'est vraiment dense. Il faut vraiment prendre le temps de pouvoir regarder et de faire les exercices. Vous voyez, à chaque fois, il y a les exercices correspondant à chacun des modules qui sont présents là. Après, la semaine 4, la semaine 5, la semaine 6. Et c'est à la 7e semaine qu'on va faire l'évaluation finale qui va permettre donc de classer ceux qui peuvent avoir l'attestation et ceux qui ne méritent pas de l'avoir. Et en principe, il y a un intervalle de moins une semaine entre la fin des cours et l'évaluation pour permettre à chacun de bien reviser et d'appliquer cela à son travail. Et je crois que vous l'aurez compris en regardant ceci. Comme mon ami Tankouré disait, this is not a joke, n'est-ce pas? Ce cours, ce n'est pas un jeu. Et je souhaite même que s'il y a quelqu'un qui n'est pas suffisamment engagé, qui n'a pas assez de temps à consacrer à cela, il vaut mieux ne pas s'investir, il vaut mieux ne pas gaspiller son argent, il vaut mieux ne pas perdre du temps. Mais s'il y a quelqu'un qui pense avoir la volonté, c'est tout ce qu'il faut, la volonté et du temps. Avec des explications, on finira tous par comprendre. S'il y a quelqu'un qui a cela, je vous encourage à vous engager vraiment et même à partager avec les autres qui sont autour de vous ce que vous aurez appris ce soir, à ce qu'on puisse se lancer parce qu'il n'y aura pas de rattrapage après. On ne va pas revenir après sur les exercices, non. Même si quelqu'un vient dans 2-3 semaines, il devra juste se rattraper en regardant les vidéos et on continue ensemble. Donc, en se lançant, il faut bien vous dire que ça va nécessiter de se consacrer vraiment à cela. C'est vraiment une formation qu'on est en train d'engager là. Ce n'est pas une partie de balade. Et j'insiste dessus parce que si je ne le dis pas maintenant, vous risquez en chemin de, je sais pas, avoir un découragement ou se dire que mais je ne savais pas que ça devait être sérieux comme ça. Non, c'est du sérieux. Il faut vraiment pouvoir s'engager, pouvoir se consacrer à cela. Et je vous garantis qu'à la fin, vous n'êtes pas perdant. Et même par rapport au coût de la formation, en réalité, c'est tellement, alors tellement en dessous de ce que ça aurait dû coûter normalement. Tenez par exemple, pour faire l'analyse d'une base de données, ça coûte 50 000 au moins. Et parfois, c'est un peu plus que ça. Et là, on vous apprend comment faire votre propre analyse. Vous devez payer déjà moins 35 000. Et vous avez la possibilité d'analyser d'autres données, même cette année. Il y en a qui payent pour ça et qui, avant la fin d'année, ont déjà récupéré leur argent, comme on dit au quartier. Donc, c'est vraiment tout bénéfique pour vous de vous y engager. Et le bonus qu'on a mis pour cette année, et je crois que ça, ce sera juste pour les 2 semaines à venir, parce qu'après, on aura ce bonus-là, c'est que ceux qui payent les 35 000 reçoivent gratuitement une copie
du livre que j'ai rédigé sur l'initiation à la recherche quantitative en santé, qui vous permet non seulement de bien comprendre les notions de méthodologie, mais même les notions de statistiques qui sont rappelées à l'intérieur, etc., etc. Donc, ça, ce sera valable uniquement pour ceux qui vont payer au plus tard à la deuxième semaine, pour le 18 mars. Après, celui qui paie 35 000 n'a plus accès au guide pratique. C'est vrai que ce n'était pas dit dans la fiche. C'est ce qu'on écrit souvent en petit caractère en bas là. Cette offre n'est valable que pour les 2 premières semaines à partir du moment où on a commencé la formation. Voilà. Et donc, ça va coûter 35 000. Je l'ai dit, il faut payer soit par mobile money, je vous enverrai le contact, ceux qui sont hors du Cameroun, par Western Union. Et pour ceux qui sont déjà enregistrés au BMR, parce que c'est fait partie de la deuxième phase, il y en a peut-être qui ont déjà payé les 55 000. C'est intégré directement dans cette formule-ci. J'ai déjà expliqué, c'est de regarder les cours de l'exercice avant. Et chaque vendredi soir à 19 h, on va se connecter. Ce ne sera pas le même lien, bien sûr, parce que c'est uniquement pour ceux qui sont inscrits. On va se connecter pour suivre la formation et la correction. Voilà, et c'est tout pour ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Donc, je vais rapidement montrer un peu à quoi ça ressemble le site sur lequel on va faire la formation. Vous voyez concrètement de quoi nous sommes en train de parler. Voilà, j'y arrive. OK, donc pour accéder au site, il faut juste taper dans la barre de recherche, dans la barre d'adresse là, formation.bmr-africa.com. Je vous enverrai l'adresse dessus. Et une fois qu'on arrive sur le site, on va vous demander, il faut se connecter parce que si j'ouvre, voilà, formation à l'analyse des données SPSS, et si j'ouvre là, il va me demander de me connecter de toutes les façons. Je peux cliquer dessus là. On va me demander le nom d'utilisateur, le mot de passe. C'est pour ça qu'on vous a demandé sur la fiche d'inscription quel est le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser. Donc, pour ce qui me concerne, je l'ai déjà enregistré ici. Donc, je vais juste mettre en connexion. Ça va m'amener donc sur le site avec l'ensemble des cours qui sont enregistrés. Et il faut prendre la peine de bien relire tout ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dit toujours à lire attentivement, mais la plupart des gens ne lisent pas. Mais il faudra prendre la peine de lire tout ceci. Vous allez voir, par exemple, ici, bienvenue à la formation d'utilisation des données. Si vous n'avez pas encore utilisé SPS, vous pouvez le télécharger en cliquant sur ce lien. Donc, ça, c'est le lien qui mène en fait au setup pour installer le logiciel. Voilà. Et si vous l'avez déjà, il faut passer au point suivant. Le point suivant, c'est le programme de formation que je vous ai présenté là. En cliquant ici, vous arrivez, vous le téléchargez en fait. Ensuite, on dit à la fin de chaque module, vous avez des exercices pratiques. Il faut cliquer ici pour télécharger les exercices en question, pour les avoir dans sa machine, afin de pouvoir les faire au fur et à mesure. Quand on va des exercices, on vous verra à quoi ça renvoie, exercices et ainsi de suite. Et il y a des bases de données qu'il faut télécharger, sur lesquelles on va faire les exercices. Il faut également cliquer sur les liens qui sont là pour télécharger la base. Donc ça, c'est en fait comme le nécessaire dont on a besoin pour la formation. Ensuite, vous allez avoir ici le module 1, introduction, c'est les mêmes modules qu'il y avait dans le programme là, et c'est fragmenté en plusieurs parties pour faciliter la mise en ligne en fait. Il suffit de cliquer sur un module. Par exemple, si je clique là sur module 1, première partie, ça me présente la vidéo. Je n'ai qu'à cliquer sur play. Voilà, ça va commencer donc à présenter la vidéo, que je peux mettre en plein écran aussi. Voilà, et puis là, je vais pouvoir regarder la vidéo. C'est des cours qu'on a eu à faire, comme j'ai dit, qui ont été appliqués. Module 1, c'est introduction et installation du logiciel. Voilà, on va pouvoir regarder si j'avance un peu là. Donc ça, c'est le cours tel qu'il avait été mené. Et il est question en fait de suivre, de regarder. Ça, c'est le rappel que j'ai même déjà fait. Voilà, je crois que c'était dans la deuxième partie qu'on a le truc sur l'installation du logiciel même. Donc, quand j'ai fini la première partie, je peux juste avancer là pour aller à la deuxième partie, qui est une autre vidéo que je vais regarder, ou je peux revenir simplement ici sur module 1, introduction là. Je vais voir l'ensemble du contenu de la formation. Je ne sais pas, peut-être que là, je prends notre module au hasard comme ça.
le module 6, deuxième partie. Je clique dessus, j'ai la vidéo, je clique sur Play et ça me présente la vidéo tout simplement. Je vais suivre et faire les exercices au fur et à mesure, prendre des notes. Comme je l'ai dit, il vaut mieux regarder chaque vidéo plusieurs fois. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir bien comprendre les notions, pouvoir les appliquer quand on va discuter. Là, par exemple, c'est le rappel théorique. Et puis après, on a l'application dans le logiciel. Voilà. On va pouvoir regarder un exemple. Bref, voilà à quoi ça ressemble. Voilà comment ça. Voilà. Ici, c'est par exemple dans le logiciel, comment on applique ce qu'on a pu avoir. Et on peut mettre pause, revenir, mettre pause, revenir, mettre pause, revenir pour être sûr d'avoir bien regardé et bien compris chaque chose qui est présentée. Donc, lorsque vous allez vous inscrire, vous allez recevoir le username et le password pour vous connecter afin de suivre la formation et de pouvoir participer à cette formation aussi. Voilà, merci. Je pense que c'est tout.